Yaurana Kauhanui, bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on va parler des garderies. Et oui, nous en avons tous eu une, ou sinon une tati, un terme bien local. Ailleurs, on parle de garde maternelle, d'assistante maternelle ou nounou tout simplement. Toujours est-il que notre sujet d'aujourd'hui va concerner l'univers des garderies et l'accueil des enfants avec nos invités. Merihiri Williams, directrice adjointe de l'ARAS. Yorana. Philomène Ball, présidente de l'association de l'Union des crèches et garderies. Yorana. Charlotte Brier-Coquet, directrice de l'atelier 203. Yorana. Et enfin Laurine Laïa, directrice adjointe de la garderie Calimero. Yorana. Alors tout d'abord, on va se tourner vers Merihiri. On parle de crèche, de halte garderie ou de garderie. Qu'est-ce que c'est finalement la différence? C'est simple, alors une crèche, c'est plutôt une structure qui accueille des bébés, donc de 0 à 3 ans, donc avant l'école. Une garderie, c'est celle qui accueille au-delà, à partir de la scolarité. Et on a une halte garderie, le principe, c'est de l'accueil occasionnel, halte garderie. Et on a une autre structure, une autre catégorie, c'est les jardins d'enfants. D'accord. Qui accueille aussi des enfants à partir de 18 mois jusqu'à leur scolarité. Ici, on parle généralement tout le temps de garderie. C'est un petit peu un abus de langage finalement. Oui, enfin, c'est des crèches et garderies. Et puis, génériquement, on lui donne le terme de garderie, c'est plus simple. Alors toi, aujourd'hui, tu représentes l'ARAS, qui est l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. Concernant les garderies, c'est quoi les actions de l'ARAS? Alors, le rôle de la RAS aujourd'hui, c'est d'instruire les demandes d'agrément pour exercer et ouvrir une structure. Donc, on accompagne les porteurs de projets à la confection de leur dossier de demande d'agrément. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation impose, avant toute ouverture de structure, une autorisation de l'administration et du président notamment. Et donc, pour faire une demande, il y a un dossier à fournir. Et nous, on les accompagne dans l'instruction, mais aussi on accompagne la constitution de la commission qui va décider d'un agrément ou pas pour telle ou telle structure. Et on parlera de tout ça un petit peu plus tard par rapport aux agrémentations. Pour l'instant, continuons notre tour de table avec Philomène. Philomène, tu es la présidente de l'association de l'Union des crèches et garderies. Finalement, c'est quoi son rôle? En fait, notre rôle, l'association, c'est d'accompagner toutes les structures qui sont agréées. Je vais parler aussi des non agréés, mais de les accompagner à obtenir l'agrément avec le partenariat de l'ARAS et les autres services. C'est de monter aussi par rapport à nos demandes sur la formation continue, sur les subventions, sur un accompagnement psychologique aussi. Parce qu'on a vécu le Covid, on avait besoin beaucoup de soutien par rapport avec l'ARAS. Donc, on a bien travaillé sur ça. Donc, nous, en fait, l'association, c'est l'accompagnement, le soutien de toutes les structures agréées et non agréées, mais qui vont en cours de l'agrément. Ce sont nos objectifs. Et c'est important de parler aussi du syndicat des professionnels de la petite enfance. Donc c'est la deuxième entité qui n'est pas présente sur le plateau, mais qui est tout aussi importante. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement, j'allais justement venir à ça. Donc il y a l'association qui existe et aussi le syndicat qui se trouve au CPME, qui s'occupe aussi. Nous avons les mêmes objectifs. Maintenant, au choix des gérants, des directeurs et directrices de garderie, de s'inscrire et de s'adhérer. Et on en profite pour faire un petit coucou à Michel qui nous a aidés dans la création de cette émission. On continue avec Charlotte. Comment est-ce que finalement, en tant que garderie, vous assurez un accueil qui est adapté aux besoins des enfants? Alors, on se réfère aux connaissances par rapport aux enfants, à l'âge des enfants. On a aussi l'ARAS qui nous aide beaucoup, puisque en plus d'être une réglementation, c'est avant tout une aide. Concernant la création des locaux, concernant par exemple les évolutions psychologiques des enfants selon les âges, les besoins des enfants, la formation du personnel par rapport à l'encadrement
et les règles sécuritaires, notamment pour ceux qui vont chercher les enfants à l'école, puisqu'on fait aussi le ramassage scolaire. Donc tout ça est savamment étudié pour fournir aux enfants un accueil qui soit vraiment adapté à leurs besoins, également aux besoins des familles, puisqu'on répond vraiment à un besoin des familles qui doivent travailler et s'adapter aux horaires scolaires. Et voilà. Parlant de toi personnellement, combien de temps ça t'a pris finalement pour avoir tous ces aspects-là? Parce que c'est beaucoup de travail finalement. Alors, donc c'est des années de travail et notamment pour avoir l'agrément, il m'a fallu, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'encore aujourd'hui, on s'intéresse à l'amélioration de notre structure, à l'amélioration des formations du personnel et on continue. C'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Et je pense que si on continue à travailler là-dessus, le travail est plus adapté et meilleur. Et pour terminer notre présentation des différents invités, nous avons aussi Laurine. Laurine, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir dans la garderie finalement? Alors moi, j'ai un parcours vraiment dans le domaine de la petite enfance exclusivement. Et en fait, j'avais à cœur de pouvoir travailler dans une structure locale et de voir ce que je pouvais apporter avec mon expérience aussi, qui est différente du coup, qui est différente de ce qu'on peut... excusez-moi. Pas de De voir souci. avec mon expérience ce que je pouvais apporter dans une structure locale D'accord. et de pouvoir allier un petit peu toutes les expertises en fait et tout le monde pouvoir travailler autour de l'enfant, des enfants qu'on accueille et de voir comment on pouvait améliorer l'accueil en travaillant ensemble. Donc Voilà. c'était déjà un objectif de vie finalement? Oui, c'était un objectif parce que toute ma carrière est autour de l'enfant, particulièrement autour de l'accueil en crèche et en garderie. Donc j'avais à cœur de poursuivre en tout cas dans ce milieu-là et c'est ce que je fais actuellement. Au début de l'émission, j'ai parlé des tatis. Alors bon, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours le terme, mais personnellement, c'est comme ça que j'appelais les assistantes maternelles, hein, si je ne me trompe pas, les gardes maternelles. C'est quoi le rôle à ces tatis finalement? Alors les tatis, elles ont un rôle qui est très important auprès des enfants qui peuvent être des enfants très jeunes, plus ou moins jeunes, puisqu'on va aussi sur les enfants d'âge scolaire, donc de crèche jusqu'à la garderie. Donc elles prennent le relais des parents sur le plan émotionnel de l'enfant pour les plus jeunes. Elles ont aussi un rôle d'accompagnement au quotidien, par exemple pour tout ce qui va être devoir. Ça peut faire partie des missions qu'on a au quotidien, accompagnement aux activités des enfants. Et répondre aussi à leurs besoins, donc que ce soit émotionnel, que ce soit aussi nutritionnel, parce qu'il y a les repas qui sont souvent pris en charge aussi par les structures. Aussi, voilà, tout ce qui va par rapport au rythme de l'enfant, avoir une importance de prendre le relais par rapport aux parents dans les moments où les parents doivent aller travailler et qu'ils ont besoin d'une solution pour qu'on puisse s'occuper de leur enfant et que leur enfant puisse continuer à s'épanouir. Philomène, est-ce qu'il y a des compétences qui sont recherchées chez les tatis, finalement, l'adaptabilité, je suppose, puisqu'on on ne répond pas aux besoins des enfants, c'est pas pour tout le monde la même chose, Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Chaque enfant a sa situation. Ça va être difficile de répondre à cette question parce que chaque directrice et chaque gérant ont leur situation aussi. Pour ma part, c'est vraiment la bienveillance et ma priorité, c'est de percevoir dans ton regard si la sécurité de l'enfant va être présente. Voilà. C'est ce que moi je recherche en tous les cas. Et comment est-ce qu'on occupe un enfant, Charlotte, tout en stimulant, justement, on parle de développement intellectuel, de psychologie, d'émotion, comment est-ce qu'on fait? Justement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philomène et j'ai trouvé ça très juste. En fait, quand on est directrice de garderie, on vient aussi avec ce qu'on est. Et moi, par exemple, à la base, je n'avais pas de garderie, je suis professeure d'art plastique. Et la particularité de ma garderie, c'est par exemple les arts plastiques. Donc, parce que pour moi, je crois que ça aide l'enfant à se développer, à s'exprimer. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas que ça, on fait aussi du sport puisque ça fait partie des besoins de l'enfant. L'enfant va te dire ce dont il a besoin si tu sais être à l'écoute. S'il a besoin de jouer, s'il a besoin d'aller se mettre dans un coin pour lire un livre et d'être à l'abri à ce moment-là, s'il a besoin de dessiner, quels sont ses besoins. Voilà.
Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous discutez avec ces enfants qui parfois ne savent pas mettre de mots sur leurs besoins? Est-ce que c'est instinctif finalement parce que c'est dans votre métier ou est-ce qu'il y a des choses que vous décryptez chez Alors, l'enfant? c'est instinctif. On a tous cet instinct Mhm. qui est aussi fait par l'expérience. Au bout de plusieurs années en tant que directrice de garderie, on peut regarder un enfant et comprendre assez rapidement ce dont il a besoin. Nous, on propose beaucoup de choses, c'est vrai. On va proposer, tu veux aller t'inscrire au cours de cuisine aujourd'hui, ou tu veux aller t'inscrire au cours de sciences, ou tu veux aller faire du jardinage, et l'enfant va décider ce qu'il veut faire. Donc c'est J'ai- aussi développer leur autonomie Leur finalement, leur autonomie choix. et surtout l'idée qu'on choisit et ensuite on s'investit quand on a choisi et on assume son choix en quelque sorte. C'est le Mhm. début de l'apprentissage. Et j'ai oublié la question, excuse-moi. Pas de souci, parce que justement par rapport à ce que tu disais, je vois que Laurine voulait réagir. Oui, pour compléter un petit peu, enfin en tout cas moi mon ressenti, c'est qu'on travaille on fait pas à la place de l'enfant, on accompagne l'enfant en Mhm. fait à devenir une personne autonome sur tous les plans. Voilà, donc c'est ce qui fait la différence aussi, et c'est ce qui fait qu'on a besoin de professionnels qualifiés pour travailler dans ce secteur aussi. Mhm. C'est qu'on s'adapte continuellement de façon individualisée à chaque enfant et à chaque besoin, et on l'aide dans son développement global en fait. Philomène? En fait, je voulais rajouter sur les 2 points, c'est que le comportement est un langage. Son comportement est un langage. L'histoire est un langage de l'enfant. C'est pour ça que les formations continues, elles sont importantes. Et justement, on va se tourner vers Mary Hiré. Est-ce qu'il faut un diplôme? Là, on vient de parler de formation. Est-ce qu'il faut un diplôme, une certification pour être au contact de nos enfants? Alors oui, évidemment, parce que garder les enfants, c'est pas un jeu, Mhm. pour sans mauvais jeu de mots. Il y a des exigences dans la réglementation polynésienne, évidemment, qui imposent d'avoir, par exemple, pour une crèche, un minimum d'un CAP pour être responsable de structure, CAP petite enfance, Mhm. ou lorsqu'elle est un peu plus importante, d'avoir un diplôme d'état d'infirmière ou d'infirmière puéricultrice. Donc, il y a des qualifications qui sont bien déterminées dans un arrêté du président de la Polynésie de 2015. Donc, tous les ans, on essaie de mettre à jour ces exigences de qualification qui sont reconnues par la commission des établissements assurant la garde des enfants. Donc, c'est une commission présidée par la ministre Mhm. en charge de la famille et donc qui définit quelles qualifications en Polynésie on reconnaît pour pouvoir exercer en structure. Et en plus d'avoir du coup ces certifications obligatoires, il faut aussi avoir une agrémentation. Qu'est-ce que c'est? On en a parlé déjà au début de l'émission, mais rappelle-nous, qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que c'est nécessaire? Alors, il y a deux choses. Il y a une autorisation pour ouvrir la structure. C'est une autorisation qui dit la structure telle, sans faire de publicité, est Mhm. autorisée à ouvrir. Et il y a un agrément qui s'adresse aux responsables de structure. Il y a deux choses. Pour l'autorisation de la structure, on vérifie si les conditions du local sont adaptées. On va voir le local et puis le règlement intérieur, etc., le projet pédagogique. Mhm. Et pour l'agrément du responsable, c'est les qualifications, les conditions, voilà, si elles sont remplies, personnelles. L'agrément du responsable lui est accordé personnellement. Et pour Il y a pouvoir- deux choses, une autorisation, un agrément pour pouvoir ouvrir une structure. Bien sûr. Et pour pouvoir avoir un accompagnement, on le disait déjà tout à l'heure, on se tourne vers Philomène. On peut contacter directement l'Union des crèches ou le syndicat. Alors oui, on peut nous contacter, hein, mais souvent les personnes peuvent contacter directement la race, hein. Ils ont un site aussi, hein, sur Internet, hein, un site, ouais, bah oui, sur Internet qui est aras.pf, hein, pour les critères, hein, pour les accompagner. Et on va le redire vers la fin d'émission, Voilà. excuse-moi, qu'il y a aussi le site pour avoir la liste des crèches et des garderies agréées qui est service-public.pf/aras. Je te laisse continuer. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut venir vers l'Union des crèches et garderies ou le syndicat pour pouvoir être accompagné pour avoir cette agrémentation? Toutes les personnes qui ouvrent une structure, qui ont envie d'ouvrir une structure ou a déjà sa structure, mais il faut mettre leur agrément,
le syndicat et l'association, on peut les aider, on peut les orienter pour faire le dossier. C'est vrai que le dossier il est assez complexe parce qu'il faut savoir que dans ce dossier, j'ai envie de dire qu'il y a cinq dossiers à faire. Hein, j'ai envie de dire, il y a la race, il y a l'hygiène, il y a le service d'urbanisme qui est assez complexe parce qu'il faut savoir aussi que 90% de toutes les crèches garderies ici sur le territoire sont des maisons d'habitation et transformées en structure, en garderie. Structure d'accueil. Structure d'accueil. C'est ça, en fait, qui est assez complexe. Pourquoi? Parce que les normes ne sont pas identiques. On va entrer dans les normes pour l'urbanisme, on va entrer dans les normes de l'hygiène. Et ça, c'est assez complexe parce que parfois, certains services, ils débordent par rapport aux normes. Nous sommes pas, par un exemple, je vais vous dire, on n'est pas un restaurant, mais on est une crèche ou une garderie. Donc, je ne sais pas comment il faut le dire, mais je pense qu'il faut peut-être créer maintenant un texte de loi par rapport à l'hygiène pour les crèches et garderies, puisque maintenant, on devient important. J'ai envie de rajouter que les crèches et garderies, quand même, on est premier acteur économique aussi, parce qu'avant d'aller au travail, on dépose nos enfants à la garderie. J'ai envie de dire 11 heures par jour, multiplier ces 11 heures par tout le mois. Est-ce que toutes ces réglementations, finalement, je me tourne vers toi, Charlotte, ces réglementations, cette agrémentation, ces formations, est-ce que tout ça, ça rend la tâche des garderies plus complexe, finalement? Alors, pour moi, c'est indispensable de s'appuyer sur une réglementation, puisqu'on ne peut pas prendre la responsabilité, une personne, de décider ce qu'est la sécurité d'un enfant qui n'est pas le nôtre. Et donc, c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'ouvrir une garderie, d'avoir son agrément, mais on est très content d'avoir l'ARAS à nos côtés, qui va nous expliquer le pourquoi du comment. Et moi, personnellement, quand je rentre chez moi, je me dis, OK, l'agrément, c'est aussi ce qui va me protéger moi, puisque j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui va me dire, OK, l'agrément, c'est bon, on a regardé, tout ce que tu fais, c'est OK. Et ça, c'est important. Ça va aussi éviter que des structures s'ouvrent et que les gens fassent ce qu'ils veulent selon leurs idées éducatives pour les enfants. C'est une chose. Néanmoins, quand on est un professionnel, il faut qu'on fasse tous la même chose et que ce soit des gens qui aient aussi décidé de ce qui est correct. Enfin, on décide ensemble de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Donc la réglementation permet de mettre un cadre. Et est-ce que, Laurine, ça permet aussi d'apporter de la confiance finalement des parents? Alors, je pense que ça peut apporter de la confiance de la part des parents pour accueillir les enfants. Mais je pense que ce n'est pas le seul critère aussi. Je pense que la localisation des structures aussi joue énormément pour les parents, en fait, et pour l'accueil des enfants. C'est-à-dire que je pense que certaines familles ont peut-être plus le choix que d'autres aussi d'avoir accès à certaines structures et que de par le trajet domicile-travail aussi, on n'ait pas la possibilité, par exemple, de faire des grands détours pour aller à une structure donnée pour son enfant. Ne serait-ce que par rapport à l'école fréquentée par l'enfant aussi. La proximité avec la garderie est très importante pour les parents. C'est ce qui facilite finalement tout cet environnement. Je vois que tu veux réagir encore, Charlotte. Oui, j'ai oublié d'ajouter quelque chose qui est vraiment notre premier rôle. C'est la sécurité des enfants qui nous sont confiés. Et pour ça, l'ARAS, en mettant en place une réglementation, va garantir la sécurité d'un enfant, ne serait-ce qu'en garantissant l'homologation du site, en fait. Puisque quand tu déposes ton enfant, tu ne vas pas faire tout le tour de la garderie pour vérifier si tout est OK, qu'il ne peut pas... voilà. Donc, pour ça, la race aussi est indispensable, je pense. Justement, parlons concrètement, comment est-ce qu'on fait pour la sécurité de nos enfants? Alors, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des petits cousins et petites cousines qui courent partout. Je ne sais pas comment vous faites finalement pour s'assurer que tout le monde est sain et sauf et ne fasse pas trop de bêtises. Alors déjà, on a un responsable pour un groupe d'enfants. Donc ce responsable va déjà garantir la sécurité de son petit groupe. Tous ces animateurs et ces animatrices et tontons et tatis vont être pris en charge par un directeur adjoint ou une directrice qui va garantir le bon déroulement du projet pédagogique, ce qu'on appelle dans les entreprises le contrôle de gestion, c'est-à-dire si le tonton ou la tati fait bien ce qui est demandé.
Au niveau de, je ne sais pas moi, un exemple concret, la RAS nous demande de pouvoir justifier de la liste d'enfants qui est présente à un moment donné dans notre garderie. Bah, nous, par exemple, on a une personne qui a sur le pointage entre une certaine heure et une certaine heure pour vraiment qu'on ait une liste des enfants qui sont présents dans la structure, ceux qui partent, les parents viennent les chercher, etc. Et voilà, donc il y a plein de petits postes comme ça qui sont contrôlés par le directeur et la directrice du centre qui a la responsabilité pénale. Finalement, c'est un Qui a travail la d'équipe. responsabilité pénale de tous ces enfants. S'il leur arrive quelque chose, c'est une responsabilité énorme. C'est un travail d'équipe que vous avez tous ensemble. Je vois que Philomène, tu veux réagir? Oui, c'est un travail d'équipe, mais de toute façon, dans la réglementation 95, sur un des articles sur la composition par rapport au nombre d'enfants qu'il faut pour le personnel. Moi, je dis que tant qu'on respecte la réglementation par rapport aux compositions pour la sécurité des enfants sur les effectifs d'enfants, parce que c'est travaillé, ça a été travaillé, ce qu'on avait mis dedans cette réglementation, maintenant il faut l'améliorer. Donc, déjà, c'est la première sécurité qu'on met en place, le personnel par rapport aux effectifs d'enfants. Je vois que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur les personnes qui sont autour de ce plateau. Je me tourne vers toi justement, Merihiri. Est-ce qu'il y a des adaptations finalement au fur et à mesure des années pour pouvoir, comme je viens de dire, s'adapter aux différentes garderies, différentes situations? Alors, bon, ce qu'il faut rappeler, c'est que la RAS certes, accompagne les porteurs de projets pour l'autorisation et l'agrément, mais contrôle aussi les structures tout au long de leur vie, les structures agréées et non agréées. Nous, quand on va en visite ou en inspection, elle peut être inopinée ou on peut les informer. Souvent, on y va en inopiné et c'est à ce moment-là qu'on accompagne les structures pour qu'ils se remettent un petit peu sur le droit chemin et que on est toujours dans une démarche d'accompagnement au début, de conseil. Et puis, si avec insistance, on ne voit rien changer, on est dans la démarche de sanction, ça peut arriver. Et pour ce qui est de notre réglementation, c'est vrai que c'est une réglementation ancienne de 1995 qui doit être mise à jour. Il y a un travail de réforme auquel les associations et les syndicats ont participé, qui est sur le point d'être mis en place, mais c'est des petites mises à jour. Aujourd'hui, la réglementation, elle est assez stricte. Mais nécessaire. Nécessaire pour l'instant. On n'a pas de remontée négative de la part de structures, si ce n'est les questions d'urbanisme et d'hygiène qui sont, elles, d'une autre compétence, en tout cas de la compétence d'un autre portefeuille ministériel, mais qu'on essaye quand même de faire assouplir également dans la démarche. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est ça, c'est veiller à ce que la réglementation aujourd'hui s'applique pour le contrôle et là, c'est dans l'objectif de la sécurité des enfants et aussi faire évoluer la réglementation quand c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a aussi des actions qui mènent à l'inclusion sociale, par exemple des enfants en situation de handicap, Charlotte? Alors oui, il y a des actions, notamment au niveau des exigences de l'urbanisme pour l'accueil des enfants handicapés, tout ce qui est rampe d'accueil. Néanmoins, on aimerait beaucoup être aidé pour l'accueil des enfants handicapés, au niveau des formations, au niveau des avis médicaux parfois, puisque quand on est encadrant d'enfants, on n'est pas forcément psychomotricien ou on n'a pas forcément des compétences liées au handicap qui sont malheureusement très vastes. Donc il faut s'adapter finalement. Il faut se renseigner, s'adapter, se former continuellement et il faut aussi se battre aujourd'hui en tant que directrice personnellement d'une entreprise privée, puisqu'on est des entreprises privées. Donc on répond à toutes les exigences financières et administratives des entreprises privées. Donc on aimerait bien avoir de l'aide au niveau de l'inclusion, parce que ça me paraît assez indispensable. C'est important aussi pour toi, par exemple, Laurine? Oui, moi ça fait écho à des situations que j'ai pu avoir, en tout cas dans la garderie. C'est vrai que c'est une vraie question et au-delà de la volonté de la garderie de s'investir dans l'accueil d'un enfant porteur de handicap, c'est aussi la question de la formation et de l'accompagnement des professionnels. Parce qu'au-delà de cette volonté-là, on fait face à des professionnels qui ne sont pas formés spécifiquement sur chaque situation et à qui ça peut faire peur aussi. Ça peut être compliqué de pouvoir accueillir, quand on n'est pas formé, un enfant
porteurs de handicap. Ça peut nécessiter aussi plus de personnel, plus de temps, plus d'accompagnement. Et tout ça, ça a besoin d'être évalué de façon plus précise pour pouvoir être proposé, en tout cas plus largement, aux enfants porteurs de handicap, je pense. Donc pour terminer l'émission, Philomène, sur le papier, il y a des choses qui sont mises en place, mais il y a encore une marge de progression qui peut être atteinte. Sur le papier, il y a des choses qui sont mises en place, qu'il faut améliorer et qu'il faut les mettre en place visuellement. On a envie de voir. Et je suis contente de cette émission parce qu'à chaque fois, on n'est jamais reconnu. On nous laisse toujours dans notre côté, mais quand il y a des événements, on sait où on est. On a envie aussi d'une aide, beaucoup d'aide par rapport aux formations continues, je vais rajouter, excuse-moi, hein, et j'ai envie de parler aussi de la subvention aussi qui existait, je dis bien, qui existait et qui n'existe plus. Alors peut-être que ça peut faire l'objet d'une prochaine émission, puisqu'on est déjà sur les dernières secondes de notre émission d'aujourd'hui. On vous réinvitera pour parler de ça. Merci. Très certainement. Je peux rajouter quelque chose. Rapidement, alors, oui, c'est important sur les rôles de la race. Il faut dire aussi que la race aussi, ils ont ce rôle-là quand une garderie qui ne se sent pas bien, qui va du jour au lendemain, cheveux fermés, la race est là aussi pour les écouter. On travaille tous ensemble avec la race et ça, c'est vraiment génial. Voilà. D'avoir une institution ils sont là qui aussi. nous aide. Les signalements, ils sont là aussi. Allez pleurer, ça fait du bien. Et lundi, on ouvre les garderies. Alors justement, pour vous renseigner au niveau de l'ARAS, vous avez aussi la liste des crèches et des garderies agréées, comme on vous l'a dit en cours d'émission. C'est service-public.pf/ARAS. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve demain à partir de 17h pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VATT. Maruru itatato faririr a trahuma parhena.